Bernard Comment, on vous connaît comme éditeur, puisque depuis 2004, vous dirigez la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil. On vous connaît également comme l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Et vous nous proposez à la rentrée Dans la ferme du paradis, votre nouveau roman. Et dans ce roman, votre personnage central, Robert Bloch-Laroche, réalise un fantasme que je crois nous avons tous eu un jour: disparaître, changer d'identité, ne plus être joignable. Changer d'identité, d'une certaine manière, c'est déjà franchir une frontière? Ah oui, ça, certainement. C'est un peu accidentel parce que initialement, et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Franck Pavlov, parce que je me souviens qu'il y a longtemps, je m'étais dit, il y a un roman à faire sur cet hôtel qui est à la frontière. Eh ben ça y est, c'est fait. Et voilà, la lacune est comblée. Moi, c'est une autre frontière, mais effectivement, initialement, j'avais un peu l'idée d'un livre beaucoup plus statique qui se passerait totalement sur une ligne frontière. Et puis, c'est pour ça, au fond, qu'on aime la fiction. C'est qu'il y a tout un coup un imprévu. Un soir, un dîner, je sors de ce dîner, et puis le lendemain, j'écris comme ça quelques pages dans le vide sur l'hypothèse d'une rencontre amoureuse, un soir de pluie dans Paris. Et c'est finalement ce renversement-là qui va donner l'impulsion première à ce livre, qui, au lieu d'être statique et figé sur une ligne frontière, va y arriver finalement, mais auparavant va beaucoup voyager et accomplir effectivement ce rêve que j'ai alors depuis la jeunesse, hein, de tout un coup dérailler, c'est-à-dire sortir des rails, sortir de l'enchaînement des jours et ouvrir un nouveau destin. En changeant peut-être de lieu, en abandonnant tout ce qui fait son ancrage dans une ville, ici Paris, et en s'ouvrant à un autre destin totalement nouveau, où on est en déprise totale sur ce qu'on a construit au fil des ans. Le roman est né d'un dîner. Il commence avec un dîner, puisque Robert Bloch-Laroche a rendez-vous avec son ami Alain. Il a oublié son téléphone portable dans la voiture, donc il retourne le chercher, mais il ne retournera jamais au restaurant, parce que dans l'intervalle, il a rencontré Camille. Il faut dire, peut-être pour être complet, que Robert est veuf. Et cette rencontre de Camille, pour lui, ça va être le franchissement de la frontière du deuil, d'une certaine manière. Oui, alors c'est aussi l'affranchissement du téléphone portable. Hein. Dieu sait que c'est quand même ce qui nous attache, ce qui nous lie en permanence, et qu'on peut avoir des effets de panique quand on l'a oublié, quand on ne le retrouve pas, comme si au fond le cœur palpitant de nos vies était ces petits appareils. Et là, le personnage, le narrateur, l'a oublié dans la voiture, et il s'interroge quand même de savoir si il va aller le récupérer. Ou si il l'abandonne. Il décide d'aller le récupérer, mais la vie n'est pas si simple, et en chemin, il est ailé par une femme plus jeune que lui, qui va complètement faire chavirer sa vie et le conduire à abandonner celui qu'il était pour peut-être retrouver celui qu'il est plus profondément en lui. Hein. Il y a aussi ce retour à une interrogation sur ce qu'on est et ce qu'on a abandonné comme possible dans la vie, et qu'on peut, au détour d'une surprise comme celle-là, retrouver, et à quoi on peut redonner vie. Alors effectivement, Robert va suivre Camille dans le sud, où elle va faire la saison comme maître nageuse. Et c'est là qu'il va vraiment changer d'identité, par des péripéties que vous découvrirez en lisant le roman. Mais il va prendre une nouvelle identité, celle d'Antoine Rouge. C'est un clin d'œil à Charles-Ferdinand Ramu. C'est donc un passeport suisse, et c'est important parce que dans une France pas si éloignée que ça dans le temps, dans votre roman, la chasse aux migrants est ouverte, le passage des frontières est devenu quasiment impossible. Donc ce passeport suisse, il va avoir son importance aussi. Oui, alors d'abord il y a cette idée, j'ai toujours été assez fasciné par cette expression que j'avais entendue dans la bouche de ma mère à propos d'un de ses frères décédé assez jeune, qui était coiffeur et qui allait faire la saison.
comme coiffeur. Et je trouvais assez beau quoi, de faire la saison. Et donc, j'ai récupéré comme ça cet élément qui me fascinait pour cette jeune femme qui entraîne, qui entraîne le narrateur vers le sud. Et effectivement, eh bien, la frontière, elle est pas juste au bord des pays, hein, elle est souvent à l'intérieur, quoi. Il y a ceux qui sont dedans et il y a ceux qui sont dehors, qui sont en difficulté quotidienne. Et donc, dès lors qu'il y a ces difficultés, la vérité ou le salut, c'est souvent un passeport. C'est un passeport utilisable. Et donc, la quête du passeport devient évidemment très importante. C'est un passeport suisse. Alors, vous me direz, c'est un peu un cliché, parce que bon, la Suisse, le refuge, etc. Mais il se trouve que je suis suisse. Donc, attaché aussi à cette dimension de ma vie que je n'ai jamais beaucoup exploité dans mes livres. J'y ai fait parfois des allusions, mais assez rarement de façon explicite. Et là, eh bien, ça me paraissait intéressant de poser justement cette hypothèse de la Suisse comme un territoire à la fois isolé, hein, puisqu'il n'est pas intégré dans l'Europe, et isolé au point de se vivre parfois comme une île. C'est le seul pays qui n'a jamais eu d'accès à la mer, mais c'est un pays qui se fantasme assez volontiers comme une île. Et donc, c'est un peu l'île dont on est en quête. Alors, il y a dans ce roman l'histoire d'amour entre Robert et Camille, et dans son sommeil, Camille va prononcer un prénom, Barbara. Robert va apprendre qui est cette Barbara en entrant dans le cloud, en l'occurrence dans la Dropbox de Camille, et il va découvrir toute une lignée de femmes qui ont en commun une expérience de la frontière, de la même frontière qui se situe entre France et Suisse, dans le Jura, en Ajoie. Oui, alors ça, c'est ma région natale, à laquelle je suis très attaché. Et c'est vrai que je voulais situer ce roman-là, parce que dans cette Suisse tranquille, le tragique se fait encore entendre. Et je me souviens qu'enfant, on allait dans cet endroit qui s'appelle la Ferme du Paradis, et qui était assez c'est étonnant d'être à bicyclette et de suivre des pancartes le paradis. Et donc, je voulais rendre hommage à cet endroit parce que quand on y va, il y a très peu de choses. Comme ça, il y a des champs à perte de vue, il y a des forêts, un ou deux petits villages, un grand calme. Mais la route marque la frontière. Et on sait que cette frontière a été, pour beaucoup, au fil de l'histoire et de ces moments les plus sombres, un obstacle extrêmement difficile à franchir. Certains, beaucoup, l'ont payé de leur vie. Et donc, je voulais aussi faire entendre ça, c'est-à-dire comment des lieux, dans leur tranquillité, dans leur sérénité, gardent malgré tout, parce que quand on va là, on entend quelque chose de l'histoire, on entend un souffle qui nous rappelle justement à quel point les frontières peuvent être des lieux d'extrême exposition au risque de sa vie. Alors, cette frontière, vous en faites la narration au travers de 4 courts chapitres. C'est une seconde narration dans le roman. Des chapitres intitulés « L'étranger est une occasion », entre parenthèses, proverbe suisse, et qui racontent justement l'histoire de cette frontière entre 1686 et 1940, histoire qui va permettre d'ailleurs au lecteur de croiser, comme par hasard, des Bloch et des Laroche. Oui, alors j'ai toujours aimé inventer des proverbes. Donc celui-ci, vous l'aurez bien compris, apocryphe. Moi qui suis suisse aussi, je me disais, mais où est-ce qu'il allait chercher? Alors c'est un jeu auquel on s'adonnait avec mon ami malheureusement décédé, Antonio Tabouki. On inventait des proverbes et il fallait essayer de les faire passer dans l'espace public. Et donc là, j'ai inventé ce proverbe, mais qui au fond voilà, résonne par rapport à l'histoire de la Suisse, puisque on se rend compte
quand on a une approche historique. Et c'est vrai que j'ai voulu mélanger un peu deux genres. J'ai voulu insérer un autre rythme. C'est là le roman est très emporté, très rapide. C'est des chapitres courts. Il y a pas mal de dialogues. Le rythme est très soutenu. Et je voulais avoir des moments plus narratifs qui rappellent une chose, c'est que la Suisse, la réussite contemporaine de la Suisse, doit beaucoup aux afflux massifs et successifs de main-d'œuvre et d'intelligence étrangère, à commencer par la migration des Huguenots, hein, qui fuyaient la France royale de l'époque, et qui, avec leur savoir-faire en micromécanique, ont marié ce savoir-faire avec celui des vallées jurassiennes du côté suisse, et ont donné naissance, à terme, à la merveille de l'horlogerie très haut de gamme qui est toujours installée dans ces vallées, qui furent donc des vallées de refuge et de migration. Et puis j'évoque, je ne vais pas en donner de détails aujourd'hui, mais vous verrez que j'évoque quelques périodes comme ça qui disent ce que une réussite de société peut devoir à ces phénomènes de migration. On croise un Gégère, d'ailleurs, qui est probablement un ancêtre de Gégère-Lecoultre, qui est un joli clin d'œil à l'horlogerie suisse. Le thème central de ce roman, Bernard Comment, c'est la liberté qui est souvent entravée par la frontière. Oui, c'est la liberté, et je dirais quand même c'est l'amour. J'avais gardé l'amour pour la fin. Ah, voilà. La liberté, oui, je dirais que la liberté, c'est sa propre liberté, hein, ce qu'on a évoqué au début, c'est-à-dire tout d'un coup rejouer les dés sur la table et réinventer sa vie, son destin, sortir du carcan du quotidien. Et puis, eh bien, c'est la liberté de se déplacer. Et se déplacer, parfois, eh bien, pour échapper à des menaces, pour échapper à des impasses. Et l'idée, c'est que cette liberté n'est pas seulement une affaire individuelle et personnelle, c'est aussi la liberté qu'on se doit, dans certains moments de l'histoire, de donner, de garantir ou d'aider à avoir à d'autres personnes devant lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Alors, juste pour terminer très rapidement, pour finir sur une note très positive, Bernard Comment, on peut encore croire à l'amour au XXIe siècle? Ah oui, et quel que soit son âge. Donc c'est une... Voilà, selon un terme qui est très évocateur en Suisse, c'est une force motrice. Et cette force, j'avais pas du tout prévu de la mettre au centre de ce roman, mais elle est effectivement le moteur de toute la trame romanesque et de ce qui va, je crois, à la fin, dessiner quelque chose de très positif devant le paysage très beau d'un lac quand la nuit tombe dessus et qu'on aperçoit de l'autre côté les petites lumières de l'autre pays, de l'étranger. Et je dirais que pour moi, la frontière, pour y revenir, ça a toujours été comme un nuancier. C'est-à-dire qu'on est d'un côté, on passe de l'autre, tout se ressemble et rien n'est pareil. Et mon enfance a été bercée par cette expérience quotidienne, puisque j'habitais dans une région qui est séparée du reste de la Suisse par une chaîne de montagnes et qui est de plein pied avec la France voisine. Et donc, on était amené très régulièrement à franchir cette frontière. Il y avait encore évidemment des contrôles douaniers, c'était pas l'époque d'aujourd'hui, mais on voyait cette métamorphose des paysages et des us et coutumes. La ferme du paradis, c'est le titre de votre très beau roman. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Bernard Comment. Merci.